Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans ce retour sur l'épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones. Aujourd'hui donc un épisode qui s'appelle The Spoils of War, c'est-à-dire les trésors de guerre, les butins de la guerre. Une histoire entre gagner de l'argent suite à la victoire en combat, en gros. Donc j'imagine que ça va suivre le trajet de l'or qui part de Haut-Jardin pour aller jusqu'à Port-Réal. Et si mes prédictions sont bonnes, Jaime et compagnie vont se faire attaquer par les troupes de Daenerys qui restent, c'est-à-dire les Dothraki et éventuellement les dragons, pour enlever une partie de l'armée des Lannister sans avoir attaqué Port-Réal, sans buter les civils, et en même temps bien emmerder Cersei parce qu'elle a besoin de cet or pour rester crédible face aux mecs de la Bande de Fer. Donc ce serait un coup de génie de la part du clan Daenerys. En tout cas, ça sent la baston. Ça sent encore plus la baston quand je vois la durée de l'épisode, puisque il ne fait que 47 minutes, c'est ça, 47 minutes. C'est excessivement peu pour un épisode de Game of Thrones. Il me semble même que j'en ai jamais vu d'aussi court, à tel point que je me demande même si j'ai eu la bonne version. Vu que je vérifie pas les fichiers avant de commencer l'émission, il y a des chances que je sois déçu. Enfin, en tout cas, on va passer directement au visionnage. Je vois pas trop de quoi on pourrait parler en plus. Ah bah, allez, on peut vaguement parler du fait que l'épisode est en fait disponible depuis vendredi soir, il me semble, puisqu'il a fuité. Il y a des hackers qui se sont procuré l'épisode en avance en piratant, j'imagine, le site d'HBO. Je sais pas bien comment ils ont fait, mais enfin on s'en fout, la méthode n'est pas importante, ce qui compte c'est le résultat. Du coup il y a une version un peu bâtarde de l'épisode qui circule depuis 2 jours sur le net, où on voit un gros compteur qui chronomètre l'épisode, qui prend un quart de l'écran en largeur. Bon, c'est dégueulasse, j'ai arrêté de regarder au bout des 30 premières secondes, donc j'en étais encore au générique. J'ai dit ça va, si c'est pour avoir une qualité pareille, autant attendre la sortie officielle de l'épisode et bénéficier d'un truc bien carré en VF en plus, donc voilà. Le confort, vive le confort. Et à part ça, j'ai rien d'autre de plus à vous raconter, donc allons-y. Alors c'est quoi cette qualité audio de merde? C'est nul? Y a vraiment que ça en qualité audio? Ah non, mais ça va pas le faire là les gars. Ah ouais. Bon bah faut vraiment pas que je fasse de bruit alors. Bon au moins, si ça part en couille, Bronn restera en vie. Putain, j'entends rien, c'est quoi cette version du fichier que j'ai là? Bon, alors normalement, cette version-là devrait fonctionner. Elle fait pas 47 minutes comme la précédente, elle en fait 49, donc on a gagné 2 minutes. Ça reste relativement court pour un épisode de Game of Thrones, mais bon, c'est déjà plus proche de ce qui se fait d'habitude. C'est fou, comme 2 minutes, ça peut changer, ça peut tout changer en fait. Et cette version-là est en anglais. Il n'y a même pas de sous-titres en français, c'est du pur VO non sous-titré, que dalle. Mais c'est pas grave, je comprends quand même. Donc c'est parti. Je sais pas si c'est forcément le meilleur cadeau à offrir, effectivement. Mais tu sais même pas de la retenir, rien. En fait, il n'y a que toi qui a une rescapée entière. Quelle surprise!
Ah, ça commence. Bon, là, il y a une overdose de câlins, les gens. Ça suffit maintenant. Arrêtez de vous faire des câlins. Pas faux. Tu sais bien que t'en auras plus besoin que lui. Allez, prends-le. Ah, bah oui, c'est vrai. Il y a la deuxième moitié de ta promesse. Bon, c'est quoi ton plan subtil alors avec la dague, toi? Alors, combien il y en a? Mais... La question pourrait lui être retournée, mais... Isn't it? What kind of a queen am I if I'm not willing to risk my life to fight them? A smart one. Eh ben... Heureusement que c'est que de l'entraînement, hein. C'était plus ridicule qu'autre chose, ça, par contre. MDR. Ça simplifie vachement les choses. Ouais, ça sent le drama là. Elle est partie à la bataille comme ça, hors champ. Bon bah si, ils sont revenus alors, donc il y a un risque qu'ils meurent. Merde. Avec tous les cavaliers là, on dirait les plans des buffles dans... des gnous dans le Roi Lion. Bon, ça va, ils tiennent bien les rangs là, les Lannister Tarly pour l'instant. Hein. Bon évidemment voilà. Il y en a qu'un ou il y a les trois? J'ai pas vu les deux autres. On dirait qu'il y en a qu'un. Ah donc ils ont pris l'arbalète anti-dragon là. Et toi t'es venu aussi. Et ben voilà. Ah ouais, donc son arme magique à Qyburn là, enfin magique, son arme géniale, elle aura servi qu'une fois quoi. À moins qu'ils aient fait des copies. Ça se finit pas là? Si, ça se finit là. D'accord. Ok. Ok. Je vais peut-être pas prendre des notes tout de suite là parce qu'il faut que je... Mais ok. Bon. On passe au débrief maintenant. Nous perdons pas de temps, allons-y directement avec la répartition temporelle de l'épisode, qui s'appelle donc The Spoils of War, donc le butin, les butins de la guerre, qui dure 49 minutes, ce qui en fait l'épisode de Game of Thrones le plus court de tous les temps, mais c'est pas forcément le plus vide. Il commence donc avec 2 minutes 30 quelque part dans le bief, suivi de 1 minute 30 à Port-Réal, 13 minutes 30 à Winterfell, 7 minutes 30 à Pendragon, retour 3 minutes 30 à Winterfell, retour 4 minutes à Pendragon, et on termine avec 13 minutes 30 dans le bief. Ou le bif, ça dépend hein, comment vous voulez l'appeler. Dans la VF, ils disent le bif. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'ils font. Une fois qu'on cumule le temps consacré à chaque lieu, on se retrouve avec 16 minutes pour le bief, 1 minute 30 seulement pour Port-Réal qui a eu droit à quelques miettes comme ça. Les scénaristes ont daigné représenter Port-Réal 1 minute 30 dans l'épisode dans leur bonté immense. 17 minutes à Winterfell et 11 minutes 30 à Pendragon. Ce qui fait qu'on a visité que 4 lieux en fait dans cet épisode. Alors, ça se justifie parce que
Maintenant, les intrigues se regroupent quand même, hein. Il y a plein de personnages qui sont arrivés maintenant à Winterfell, tous les Stark quasiment sont revenus. À Père Dragon, il y a Jon et Daenerys et leurs teams respectives. Dans le Bief, il y a Jaime et sa team, lui, et puis il y a la team Daenerys qui va arriver au bout d'un moment. À Port-Réal, il n'y a plus que Cersei, mais c'est pour ça en fait qu'on la voit pas longtemps. Donc finalement, ouais. Maintenant, la série commence à revenir à une structure d'épisodes qui ressemble beaucoup à ceux des premières saisons et ceux des épisodes dans lesquels il y a des grosses bastons, qui est un petit peu le cas en ce qui concerne cet épisode. C'est-à-dire une structure où il y a très peu de lieux mais où on y passe beaucoup de temps. On a 13 minutes 30 à Port-Réal et 13 minutes 30 au Bief, et puis après, bon, Père Dragon, 7 minutes 30, c'est vrai que c'est pas forcément énorme. Ça commence petit, et après, il y a quand même des grosses séquences bien longues qui prennent le temps de développer plusieurs des personnages qui sont à cet endroit. Et donc c'est cool. Enfin, moi je préfère avoir des longues séquences de plus de 10 minutes à un seul endroit qui prend bien le temps de développer chacun des personnages et ce qu'ils veulent et leur personnalité, les liens qu'ils ont avec les autres personnages et tout, plutôt que plusieurs séquences de 1 minute 30 où on saute de lieu en lieu pour apprendre finalement pas grand chose et juste avoir une punchline et passer au suivant, quoi. C'était un peu ça dans l'épisode 2. Je reprends ma fiche de l'épisode 2. Là, on avait 8 minutes à Père Dragon et 8 minutes 30 chez les Greyjoy à la fin. Et c'était les deux séquences les plus longues de l'épisode. Après, tout le reste, c'était du 3 minutes 30, 2 minutes 30, 5 minutes, 3 minutes 30. Enfin bref, c'était très peu. Donc moi, je préfère, bien entendu, cette structure-là. Même si, du coup, il y a des personnages qu'on n'a pas vus. On n'a pas vu le limier, on n'a pas vu... Bah c'est à peu près tout en fait. Il y a intérêt qu'on le voit au prochain épisode lui, mais j'en parlerai dans la partie prédiction. En attendant, avant la partie prédiction, il y a quand même toute la partie débrief, plus la partie top 3 des scènes préférées. Et aujourd'hui, dans le débrief, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points à voir ensemble, donc il y a du boulot. En avant. Le premier point, c'est comme chaque fois l'analyse du titre. Et là, ça s'appelle le butin. Quel butin? On nous parle du butin de la guerre, mais on nous parle de Spoils of War, ce qui est pas forcément faux d'ailleurs, puisque l'épisode est sorti 2 jours avant, donc la guerre de fin d'épisode a véritablement été spoilée à la majorité de la planète, mais je pense que c'était pas vraiment ça que les scénaristes avaient prévu quand ils ont donné ce titre à l'épisode. Je sais pas pourquoi, un pressentiment. Parce qu'au final, l'or n'est pas vraiment le thème de l'épisode, même pas du tout. L'or est bien arrivé à Port-Réal, il n'a pas du tout souffert de la manœuvre stratégique de Daenerys à la fin de l'épisode. Donc, en fait, Daenerys n'a pas du tout empêché l'argent d'arriver à Port-Réal, elle n'a pas pu leur en piquer non plus pour le garder pour elle. Éventuellement, le seul truc qui ressemble à peu près à un butin, c'est les prisonniers qu'elle va se faire parce que elle a gagné, quoi. Elle aura Jaime, elle aura Bronn, et elle aura les 2 Tarly, parce qu'en fait, il y a eu une grosse guerre avec des dragons et des Dothraki et tout, mais personne n'est mort. On en parlera de la guerre à la fin de l'épisode. Donc voilà, l'épisode parle d'un butin, mais il n'y a pas de butin. Hashtag on nous ment. Point suivant. Pour cet épisode, je vais donc traiter d'abord de tout ce qui s'est passé à Port-Réal, ensuite de tout ce qui s'est passé à Winterfell, ensuite de tout ce qui s'est passé à Père Dragon, et enfin de tout ce qui s'est passé dans le Bief. Donc en fait, la première scène de l'épisode, on la traitera à la fin du débrief. Enfin, vers la fin. Donc on commence directement par la deuxième scène de l'épisode, du coup, la scène à Port-Réal, où on apprend que Cersei se renforce économiquement et militairement, puisque les Lannister ont réussi à récupérer l'or des Tyrell, ce qui plaît beaucoup à la banque, puisque les Lannister avaient une dette absolument gargantuesque, et ils ont réussi à la rembourser en intégralité en un seul versement. Alors ça, tu fais ça à une banque, ah, elle en peut plus de bonheur, quoi. Mais du coup, comme la banque se nourrit principalement des intérêts d'un emprunt, elle est aussi un petit peu déçue
de pas pouvoir continuer de se nourrir de la dette des Lannister tels des parasites, et donc ils aimeraient à nouveau que les Lannister contractent un prêt auprès d'elle, ce que Cersei fait sans hésiter une seule seconde, en lui expliquant que « Oh bah écoute, oui j'ai un projet qui peut demander peut-être éventuellement un petit peu d'argent, la conquête totale de Westeros et de l'intégralité de ses habitants, ça vous va ?» Ça leur va. Le représentant de la Banque de Fer lui dit donc que oui, il n'y a pas de problème, la banque soutiendra le trône de fer, la Banque de Fer soutiendra le trône de fer, c'est marrant s'il y a du fer dans les deux, dès que l'argent arrivera à bon port. Et on sait que c'est ce qui s'est passé à la fin de l'épisode, donc Cersei va pouvoir conclure cette alliance tranquillement. Elle parle aussi de faire appel à la Compagnie Dorée, que Qyburn est en train de négocier avec eux, la Banque de Fer en parle aussi. Alors il me semble pas que ce soit la première fois qu'on en parle, de cette Compagnie Dorée, mais je serais incapable de vous dire de qui il s'agit. C'est des mecs qui se trouvent à Essos, donc c'est probablement Daenerys qu'on a parlé la première. Mais bon, j'imagine que ça doit être un groupe de mercenaires si la banque a déjà fait appel à ses services. Ça, en général, c'est le genre d'expression qu'on réserve quand on parle de mercenaires. Donc ça doit être en gros c'est ça, c'est des mercenaires très compétents qui viennent d'Essos et qui vont rejoindre les rangs de l'armée Lannister. Ce qui sera pas du luxe, étant donné les grosses pertes qu'elle a subies à la fin de cet épisode. Et Cersei a cette expression assez étrange. Elle dit qu'elle veut faire appel du coup à la Compagnie Dorée, et comme pour la Banque de Fer, elle leur fait appel pour recouvrer quelque chose qui lui appartient. Mais quoi donc? Alors elle pourrait parler tout connement de Westeros et de l'intégralité de ses habitants comme elle disait il y a quelques minutes, mais non, j'ai l'impression que c'est un peu plus personnel que ça. Alors soit elle parle de Castral Rock, qui reste quand même sa ville d'enfance, mais ça a déjà été établi il n'y a pas longtemps que Castral Rock pouvait être reprise d'un claquement de doigts par les Lannister dès qu'ils auraient envie, puisque les Immaculés sont totalement incapables de tenir un siège à Castral Rock, étant donné que la ville a été vidée de toutes ses vivres. Donc ce serait étonnant que Cersei décide de payer des mercenaires pour aller reprendre cette ville-là. À part ça, je vois pas trop ce qui lui a été pris et qu'elle a pas encore récupéré. À moins que ce soit des gens. Ça peut être Tyrion. Elle peut demander à la Compagnie Dorée de s'infiltrer dans le camp Daenerys et de capturer Tyrion et de le ramener à Port-Réal, c'est possible. Ou alors Sansa, qui reste quand même encore elle est encore soupçonnée par Cersei d'être à l'origine, avec Tyrion, de la mort de Geoffrey Baratheon. Donc peut-être que c'est ça. C'est tout pour Port-Réal, on passe à Winterfell, avec Littlefinger qui essaye de draguer un autre Stark, mais qui le regrette amèrement, après avoir essayé de draguer au sens propre comme au sens figuré Sansa pour essayer de s'attirer ses faveurs et de devenir éventuellement, pourquoi pas, quelqu'un d'influent à Winterfell, puisqu'on rappelle que Littlefinger il est là parce qu'il veut le contrôle du Nord, hein, quand même. Il essaye avec Bran, parce qu'avec Sansa ça marchait pas très bien, il l'a tellement bien entraîné à penser et à agir comme lui, que maintenant elle est capable de contrer ses stratagèmes, donc il va vers quelqu'un qu'il soupçonne être un petit peu plus crédule, en essayant de s'attirer ses faveurs, en lui filant ce poignard chelou là, avec lequel il a failli être assassiné dans la saison 1. Je sais pas forcément si c'est le meilleur cadeau qu'il pouvait faire d'ailleurs, parce que voilà, en tant que héritier mâle le plus âgé présent dans la ville de Winterfell, c'est à lui que revient de droit le titre de seigneur de Winterfell, et donc de seigneur du Nord, voire même roi du Nord à la place de Jon. Ce que Littlefinger préférerait, parce que Jon, c'est pareil, il n'arrive pas très bien à le contrôler, c'est un peu une tête brûlée qui pense que aux marcheurs blancs, et ça l'intéresse pas du tout, Littlefinger. Malheureusement, c'est un plan qui tombe assez vite à l'eau, puisque Bran n'en a rien à foutre d'être seigneur de Winterfell, il n'a pas du tout de prétention au trône ou quoi que ce soit, il laisse ça bien volontiers à Jon et à sa sœur,
il s'en branle, lui ce qui l'intéresse c'est la corneille à 3 yeux, tout ça, et même ça va même encore plus loin que ça, c'est que Bran est parfaitement au courant que Littlefinger est un magouilleur, et il va jusqu'à lui envoyer dans la tronche une phrase que Littlefinger a dit dans la saison 2, il me semble, qui est le chaos est une échelle, qui était dans une scène où Littlefinger expliquait à Varys qu'il utilisait le chaos ambiant et qui créait plus de chaos et qu'il en profitait de cette confusion générale liée à ce chaos pour pouvoir s'élever socialement, et c'est comme ça qu'il est passé de gérant d'un bordel à seigneur du Val. Donc c'est pas une mauvaise tactique. Et c'est ça qui fait plus vraiment d'ailleurs depuis qu'il est à Winterfell, il a un peu perdu de sa superbe, notre ami Littlefinger. Et donc là, Bran lui renvoie cette phrase-là dans la gueule, et on voit dans les yeux de Littlefinger la détresse totale, le « Oh merde !» Bon bah celui-là non plus, je vais pas pouvoir m'en servir, alors fais chier. Parce que Littlefinger c'est quand même un mec qui progresse dans l'aventure en mentant à tout le monde. Alors s'il est face à quelqu'un qui sait tout, même des événements auxquels il n'a pas assisté, bon ben voilà, son pouvoir est un peu neutralisé. D'ailleurs, le Littlefinger est totalement neutralisé maintenant qu'il est à Winterfell. Il peut plus magouiller parce que Sansa connaît ses magouilles et du coup elle sait comment le contrer. Il peut pas mentir parce que Bran connaît la vérité. Et il peut pas non plus utiliser la force, parce que bon, techniquement, il pourrait... Bran c'est un infirme et Sansa c'est une femme, donc il pourrait techniquement réussir à les maîtriser, même si lui-même n'est pas un modèle de muscle. Mais il peut pas le faire non plus, parce que avant il y avait Brienne, et maintenant il y a même Arya. Donc voilà, il y a un peu une alliance des Stark qui, maintenant qu'ils sont en meute, sont capables de lutter intégralement contre tout ce que pourrait faire Littlefinger. Donc il est dans la grosse merde, et je suis même étonné qu'il ait survécu à cet épisode, tellement le mec est fini. Parlons de la dague quand même quelques secondes. Bran demande à Littlefinger d'où vient la dague, et lui répond qu'il ne sait pas, alors qu'on est tous au courant que c'est à lui qu'elle a appartenu pendant un moment dans la série. Elle a appartenu à Tyrion aussi à un moment, mais pas longtemps. Donc Littlefinger répond à Bran qu'il sait pas d'où vient la dague, quelques secondes avant que Bran lui réponde le chaos est une échelle, là, pour bien lui signifier que si, il est au courant de quelques trucs. Je sais pas trop pourquoi Bran lui dit pas ces 4 vérités en face, je pense que il est pas tout à fait au courant. Il disait que dans l'épisode de 3, ouais, l'épisode précédent je crois, il disait qu'il avait tellement d'informations dans sa tête qu'il n'arrivait pas à accéder à tout directement, il lui fallait un peu de temps pour faire le tri, vu que c'est ce qu'il a fait en fait dans l'épisode 5 de la saison 6, quand les marcheurs blancs ont commencé à attaquer. La raison pour laquelle il est revenu dans le monde fictif, c'est pour télécharger en gros le plus d'informations possible avant de devoir partir. Donc maintenant qu'il a tout ce gros tas d'informations, il faut qu'il fasse le tri, et c'est donc peut-être pour ça que il se méfie de Littlefinger, parce qu'il sait qu'il a dit Chaos is a ladder, mais pas plus. Il n'a pas encore accédé aux endroits de sa mémoire où on voit Littlefinger assassiner, Lysa Arryn assassiner Jon Arryn sous les ordres de Littlefinger par exemple. Ce qui est une information quand même vachement importante, parce que c'est ça qui a lancé la guerre des 5 rois et donc tous les événements du jeu des trônes. Et donc on peut raisonnablement penser que la seule raison pour laquelle il n'en parle pas, c'est parce qu'il n'est pas encore au courant, parce qu'il n'a pas encore accédé à cet endroit-là dans son esprit. Après, peut-être que la question de Bran était plus subtile. Il voulait savoir à qui appartenait la lame avant Littlefinger, et à ce moment-là, peut-être que Littlefinger sait vraiment pas à qui elle appartenait avant que lui ne l'ait. Je serais étonné que ce soit lui qui ait fabriqué cette dague, parce que bon, hein, une lame en acier valyrien et un manche en os de dragon, c'est quand même une arme extrêmement visible, et ça ressemble pas du tout à Littlefinger d'avoir une arme aussi reconnaissable et aussi, voilà, aussi symbolique. Lui, il serait plutôt... il prendrait un couteau dans les cuisines de la maison d'à côté et il t'assassinerait avec, parce que c'est une arme sans histoire et sans... Enfin...
pas du tout reconnaissable entre hommes nil, et ce serait beaucoup plus difficile de remonter jusqu'à lui. Puis bon, à l'époque de la saison 1, quand cette lame lui appartenait, il était gérant d'un bordel, il était pas riche du tout. Donc il y a ça aussi. Bran dit à un moment un peu plus tard dans l'épisode que c'est un homme riche qui voulait sa mort. Littlefinger n'en était pas vraiment... Ah, cela dit, si, on peut dire que... Ah, j'imagine que dans le monde de Game of Thrones, les bordels, ça devait quand même rapporter pas mal. Ouais, peut-être. Enfin bref, à mon avis, cette arme, c'est une arme qui a plusieurs dizaines d'années, voire même peut-être plusieurs centaines d'années d'existence, et donc c'est pas Littlefinger qui l'a fabriquée. Mais donc du coup, si on appuie autant sur les mystères qui entourent cette dague, c'est que l'identité de son propriétaire est quand même vachement importante, et donc ce serait pas étonnant qu'on apprenne de qui il s'agit avant la fin de la série. Point numéro 4, et le seul truc en fait qui sauve Littlefinger d'une honte interplanétaire, c'est Mira qui vient rendre visite à Bran parce qu'elle voudrait lui dire au revoir avant de retourner chez elle. C'est dommage, je trouve, que Mira quitte la série parce que moi je l'aimais bien. Et en plus, elle a montré dans l'épisode 5 de la saison précédente, là, que c'était une combattante quand même qu'il fallait pas négliger. La meuf a quand même tué un marcheur blanc. C'est l'un des 3 seuls personnages de la série qui a réussi à tuer un marcheur blanc, donc c'est pas non plus de la merde. Surtout que contrairement à Sam, elle a fait exprès de le buter. Enfin, Sam aussi, mais lui, il était un peu galvanisé par son amour pour Ver. Mira, elle avait rien de tout ça, elle se battait pour sa survie et elle n'a pas inventé des capacités de combattante avec un Deus Ex bisou. Non, elle, c'est parce qu'elle est capable de le faire, quoi. Donc elle aurait fait une bonne combattante au nord, au mur, au moment où les marcheurs blancs seront aux portes du royaume. Mais apparemment non, elle rentre chez elle. Bon, après, on peut toujours imaginer que son visage se fasse attaquer par des marcheurs blancs dans la saison 8 et qu'on la revoie, mais je sais pas pourquoi, j'ai un peu l'impression que c'est un adieu plus qu'un au revoir et qu'on la reverra plus de toute la série. C'est dommage. Enfin bref, le gros intérêt de cette scène, c'est surtout de voir que Bran est totalement plus Bran. Moi j'avais encore quelques doutes suite à sa remarque sympathique envers sa sœur dans l'épisode précédent. Je me disais, peut-être c'est parce qu'il est incapable de lui expliquer la complexité de la corneille à 3 yeux et qu'il sait qu'elle serait incapable de comprendre. Du coup il l'envoie chier pour qu'elle arrête de poser des questions et qu'elle se barre. Il a fait ça de manière volontairement violente pour qu'elle arrête d'essayer de poser des questions parce que voilà, il n'a pas envie de lui expliquer, il faut qu'il se concentre, qu'il trie toutes les informations, il a d'autres priorités dans la vie. Voilà, j'essayais un petit peu de l'excuser dans l'épisode précédent. Là, au moins, on est sûr et certain de ce qui se passe, c'est que Bran n'est pas un connard, c'est juste que Bran n'est plus qu'un vaisseau corporel physique pour un genre de Wikipédia de Westeros, qui est donc la corneille à 3 yeux, et qui dit se souvenir de ce que c'était que d'être Bran. Mais donc voilà, quand tu entends cette phrase-là, tu comprends bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est même plus vraiment Bran qui est dans ce corps, et c'est juste, voilà. Bran est devenu littéralement un personnage fonction, et donc ils ont décidé de lui enlever tout ce qui pouvait être de près ou de loin s'apparenter à une personnalité. Ce qui est dommage, parce que moi j'ai commencé à lire les livres récemment, et Bran il est génial dans les livres. Franchement, moi je l'adore, il est trop chou ce garçon, c'est trop cool. À chaque fois que je vois son nom au début d'un chapitre, mais je suis trop content. Et bon, évidemment, c'est le début, c'est l'insouciance, c'est le gamin qui grimpe sur les toits à Winterfell. On avait ça aussi au début de la série, mais là, il est passé de ça à plus de personnalité du tout. Je doute que ça se passe comme ça dans les livres. En tout cas, j'espère pas. Suite à ça, on a le retour d'Arya, qui est un petit peu le cœur de ce qui va se passer à Winterfell dans cet épisode.
Alors ça se fait un petit peu en 3 étapes. La première étape où elle arrive aux portes de la ville de Winterfell et où les gardes ne la reconnaissent pas, ce qui est un peu normal parce que c'est des nouveaux gardes, qui est une scène que j'ai trouvée totalement inutile. Je pense que son seul intérêt c'est de rajouter du temps d'écran à Maisie Williams, qui doit avoir écrit dans son contrat quelque part qu'elle doit apparaître un certain nombre de minutes dans la saison. Donc ils ont décidé de lui rajouter cette scène-là, voilà, comme ça elle pouvait apparaître plus longtemps à l'écran. J'ai pas trop compris l'intérêt de l'empêcher de rentrer à Winterfell, sauf que si au final... je trouvais que c'était un peu rallonger la soupe pour rien, quoi. Ensuite, on a les retrouvailles avec Sansa dans la crypte de Winterfell, qui est un peu la meilleure scène de retrouvailles qu'on ait eu depuis ce début de saison là à Winterfell. Où ça se fait comment dire, de manière assez organique et naturelle, c'est-à-dire que dans la série, les deux sœurs au début pouvaient pas vraiment se piffer, ou en tout cas elles étaient un peu en rivalité l'une par rapport à l'autre, et là elles sont devenues quasiment des étrangères totales au fur et à mesure de leurs aventures. Elles sont toutes les deux revenues complètement changées, et voilà, je veux dire, à part un lien de sang, il n'y a plus vraiment grand chose qui les lie. Et petit à petit, au fur et à mesure, en trouvant, et même en se forçant à trouver des sujets de discussion pour rétablir le courant entre elles, ça finit par revenir, et elles finissent par se tomber dans les bras l'une de l'autre, et du coup le câlin a l'air mérité. Beaucoup plus que avec Bran par exemple, et limite même plus qu'avec entre Jon et Sansa dans la saison précédente. Là on sent vraiment qu'il y a un bagage derrière ces retrouvailles qui est assez intéressant à noter, et qui est du coup... bah voilà, on a le sentiment que c'est mérité, quoi. Et alors, comme on a un passage avec Arya devant la tombe de Ned Stark qui parle de son visage, je pense il y a des gens qui se sentent pupissés là. J'avais vu passer des théories déjà depuis un petit moment sur le net, qui s'imaginaient que Arya pourrait utiliser le visage de son père pour faire revenir Ned Stark, et que ce serait avec le visage de Ned Stark qu'elle buterait Littlefinger. Ce qui peut toujours arriver. Je suis pas trop fan de cette théorie parce que je vois pas vraiment Arya profaner la tombe de son père et lui découper le visage. C'est pas vraiment un truc qui me... Enfin, je trouve pas que c'est pas vraiment cohérent. Je trouve pas que ce soit vraiment cohérent avec le personnage, mais ça reste encore possible, et en tout cas, il y a un clin d'œil à cette théorie qui a été fait involontairement, j'imagine, parce que bon, les épisodes ont été tournés il y a un bail déjà avant que cette théorie ne fasse surface, mais voilà, en tout cas, il y a un clin d'œil involontaire, et je pense qu'il y a des gens qui sont maintenant persuadés que c'est comme ça que ça va se dérouler, quoi. Et troisième étape de son retour à Winterfell, la rencontre avec Bran, qui lui aussi est revenu. J'aime bien que Sansa lui dise Bran est revenu aussi, alors que pour Sansa, Bran n'a jamais quitté Winterfell, puisque quand elle est partie, il y était encore et il avait plus ses jambes, et quand elle est revenue, il était déjà revenu avant elle, et donc en fait, pour Arya, Bran a toujours été à Winterfell, quoi, il s'est rien passé, pourquoi poser la question? Donc j'exagère, elle sait qu'il y a eu un gros bordel qui s'est déroulé là-bas, mais quand même, c'est marrant. Les retrouvailles entre Bran et Arya se passent beaucoup mieux que les retrouvailles entre Bran et Sansa, parce que bon bah déjà elle lui dit pas Hey, je t'ai vu quand t'étais à Braavos en train de te faire exploser la gueule alors que t'étais aveugle là par une fille désagréable, c'était trop cool. Non, là il a déjà été beaucoup plus diplomatique, il a dit je t'ai vu à la croisée des chemins, donc probablement avec Nymeria son loup. Donc déjà, ça met déjà un peu plus en confiance, c'est une manière beaucoup plus diplomatique de montrer qu'il a eu des visions. Peut-être qu'il apprend au fur et à mesure que grâce à... Il apprend de ses erreurs, il apprend à comment dire, à simuler une empathie envers les gens, peut-être. Bon, en tout cas, il lui remet la dague de Littlefinger, ce qui fait que bon bah voilà, Littlefinger, son plan il est complètement mort, parce que non seulement il a pas eu les faveurs de Bran, mais en plus il a maintenant mis une arme extrêmement tranchante en acier valyrien dans les mains d'une petite fille qui sait s'en servir. Plus que bien. Sixième point, le point qui fâche, le point avec lequel je vais probablement pas être d'accord avec beaucoup d'entre vous.
c'est le combat entre Brienne et Arya. Alors juste avant, on a quand même un combat entre Brienne et Podrick, qui n'a fait absolument aucun progrès depuis le début de la saison 4, où Brienne lui propose de l'entraîner chaque jour et chaque nuit. C'est quoi? C'est 2 fois par jour avant de lever le camp et juste après avoir mis le campement à la fin de la journée. C'est un truc comme ça, c'est au début de la saison 4. Brienne lui propose ça, donc il s'entraîne quand même 2 fois par jour avec Brienne depuis 3 saisons et demie. Et le mec ne fait absolument aucun progrès, quoi. C'est ignoble. C'est limite, c'est pire que Robin Arryn dans le Val d'Arryn, là-bas. C'est waouh, c'est chaud. Je sais pas si les scénaristes veulent faire quelque chose avec le personnage de Podrick, s'ils veulent en faire un combattant potable pour la guerre contre les marcheurs blancs au nord, une fois qu'ils auront franchi le mur. Mais si c'est ça, faut qu'il se magne, hein, parce que là, il va falloir que le personnage fasse autant de progrès en 4 ou 5 épisodes que ce qu'il aurait dû faire depuis 3 saisons et demie, quoi. Il faut un miracle maintenant. Ou alors faut le buter, écoute, on s'en fout de Podrick de toute façon. C'est pareil, dans la saison 3, on apprend qu'il est super doué au lit, et depuis cette saison-là, depuis ce moment-là, on n'en a plus jamais reparlé. Si, une fois, je crois, à la fin de la saison précédente. C'est Bronn qui le dit à Podrick, qui lui rappelle, donc j'ai toujours espoir que à un moment donné, ce soit utile au scénar, mais je pense que en fait ça va juste être un running gag, mais un running gag qui court pas très vite, parce que on l'a mentionné que 2 fois en 7 saisons et demie, donc c'est un peu chaud. Bref, Podrick ne sert à rien, rien de nouveau sous le soleil. Et puis donc vient ce fameux combat entre Arya et Brienne, que j'ai trouvé assez mal foutu. Alors avant de me faire défoncer par tout le monde, je vais commencer par le gros point fort de cette scène, c'est que ça permet à Arya et à Brienne de se réconcilier un peu, parce que la dernière fois qu'elles s'étaient rencontrées, c'était à la fin de la saison 4, où Brienne avait offert ses services de protection à Arya qui avait refusé, donc les deux étaient partis un petit peu... C'était pas forcément fâchés, mais voilà, c'était pas les meilleurs amis du monde. Donc du coup, ça permet là, ce coup-ci, à Arya de dire qu'elle a quand même une bonne estime de Brienne, qu'elle lui en veut pas, que c'était pas à cause d'elle qu'elle a refusé ses services, voilà. Bon, il y a un peu toute cette réconciliation entre les deux personnages qui était assez intéressante. Et puis après, il y a le combat en lui-même, qui, d'après moi, n'a aucun sens, autant physiquement que symboliquement. Alors, on va commencer par les symboles. D'abord, cette scène, c'est la première grosse scène de combat où on va voir Arya se battre depuis la fin de la saison 5, c'est-à-dire... depuis la fin de la saison 6, pardon, c'est-à-dire depuis que Arya a quitté les Sans-Visages, en ayant reçu quand même principalement un entraînement physique. C'est ça qu'elle a appris là-bas. Elle a aussi gagné le droit de se servir des masques. J'avais parlé de ça dans mes retours à la fin de la saison précédente. J'avais dit que je trouvais ça un petit peu facile, parce que bon, elle a échoué son épreuve à devenir personne, mais elle a quand même le droit d'utiliser les masques. Je trouve ça un peu trop simple, un peu trop gentil de la part du scénar, mais bon, ok, pourquoi pas, je me suis fait l'idée maintenant. Bref, donc, toujours est-il que, symboliquement, ce qu'elle a eu là-bas à Braavos, c'était surtout un entraînement physique, parce qu'elle a raté l'entraînement d'identité. Or, on ne l'a pas vu se servir de ces nouvelles techniques qu'elle a appris à Braavos depuis qu'elle a quitté la maison du noir et du blanc. Donc, je m'attendais à voir un peu de ça dans ce combat contre Brienne, où qu'on puisse voir un peu les progrès en combat d'Arya. Mais c'est pas ça du tout. Arya va utiliser les techniques qu'elle a reçues dans la saison 1 du maître à danser de Braavos aussi d'ailleurs, qui était venu à Port-Réal là pour lui apprendre à se battre, que Ned avait payé. Donc c'est un peu comme si la série mettait complètement de côté le fait que Arya soit partie à Braavos pendant 2 saisons, et que ça a un peu servi
à faire un gros montage d'entraînement, vous savez, un peu comme dans certains films. Des fois, vous avez un personnage qui va s'entraîner, et pour montrer ses progrès, on va faire un montage avec de la musique et tout, pour lui faire plein de progrès en quelques minutes sous de la musique entraînante. Et ben là, c'est un peu ça qui s'est passé, sauf qu'il n'y avait pas la musique entraînante, et qu'ils n'ont pas coupé le temps pour l'accélérer, ils ont laissé passer les 2 saisons entières. Donc Arya a vraiment reçu un entraînement physique dont elle ne se sert pas depuis qu'elle est revenue à Westeros. Elle a utilisé du poison et les techniques du maître à danser de la saison 1, donc je ne comprends pas quel est l'intérêt, surtout qu'à la fin du combat, t'as quand même Brienne qui lui demande « mais qui t'a appris toutes ces techniques ?» Et elle répond « personne !» Mais non, c'est pas personne qui t'a appris ça, c'est ton maître à danser qui est mort pour toi dans la saison 1, connasse. Et au moins, la décence de te souvenir de lui et de donner son nom. Moi, je me souviens plus de son nom, mais voilà, il m'a pas sauvé la vie, j'ai pas besoin de le savoir. Mais toi, oui! Bordel! Le mec, il t'a entraîné à te battre alors que t'étais une fille, il t'a donné tous ses principes de philosophie de vie, il t'a protégé en le payant de sa vie quand les gardes Lannister sont venus te chercher, et toi, tu dis, bah non, mais moi j'ai appris ça de personne. Donc c'est une référence évidemment à personne à Braavos, dans la Maison du Noir et du Blanc. Mais non, c'est pas eux qui t'ont appris à te battre comme ça, ma poule. C'est... Je vais retrouver son nom parce que sinon ça va m'énerver. Syrio Forel, c'est comme ça qu'il s'appelle. Eh ben voilà, t'aurais pu au moins le mentionner quand elle t'a posé la question, Brienne. Et puis alors physiquement, c'est n'importe quoi. Là, on est plus dans la danse contemporaine que dans le combat véritablement. Je dois avouer que j'ai pas tout compris là. On est dans Star Wars, soudain, les personnages ils dansent quand ils se battent à l'épée. C'est pas vraiment le style de Game of Thrones, ça, les enfants. Le moment le plus ridicule, je crois, c'est quand Arya, elle est sur le dos, et qu'elle se relève dans une pirouette un peu spéciale, là, et où elle finit dans une pose ninja avec son épée bien en arrière dans son dos. Donc ça, j'ai appelé ça la pose dite du « je suis totalement à découvert, pitié, adversaire, défonce-moi la gueule ». Déjà qu'elle était à terre et qu'elle a donc mis un peu de temps à se relever, en plus de ça, une fois qu'elle est relevée, elle met son épée derrière elle. Bon bah elle est morte, hein. Et pauvre Brienne! Oh là là, le personnage de Brienne, qu'est-ce qui se mange là dans cette scène-là? Je veux dire, ils sont obligés de la dévaloriser juste pour pouvoir valoriser les capacités au combat d'Arya, alors que, enfin, c'est pas possible qu'elle elle se restreigne pas. Elle a quand même Arya Stark en face d'elle, c'est une princesse, c'est une personne à qui elle a juré fidélité et tout. Évidemment qu'elle peut pas aller à fond comme si elle combattait le limier quand elle combat Arya Stark. D'ailleurs au début elle se retient un peu, et puis au bout d'un moment elle en a même tellement marre qu'elle la fout à terre avec son coup de pied. C'est là que Arya se relève de manière débile. Donc voilà. Je veux dire, les deux sont pas du tout à égalité en termes de qualité de combat. Brienne se retient. Hashtag Brienne se retient. Le problème, c'est que dans la mise en scène, à la fin, elles sont l'une face à l'autre, là, comme s'il y avait eu match nul, et le spectateur doit du coup théoriquement en conclure que Arya a le même niveau en combat que Brienne. Alors que non! Surtout pas! Il faut surtout pas que ce soit ça que veut dire la scène. Je suis désolé, mais non! Brienne, elle s'est clairement retenue pendant le combat, et Arya, elle a fait nawak. Donc, si c'est ça votre conclusion, moi je suis désolé, mais j'abandonne. Hein. Non, je suis désolé, je n'accepterai pas ce fait. Arya n'est pas à la hauteur des capacités de combat de Brienne. Never. Donc voilà, c'est pas cohérent physiquement, ça permet pas aux personnages, quels qu'ils soient, que ce soit Arya ou Brienne ou n'importe qui regarde, de grandir. Ça chie à la gueule de l'un des personnages les plus importants dans la vie d'Arya. Je sais pas, je vois vraiment pas pourquoi les gens aiment cette scène, je suis désolé. 7ème point, donc on passe à Père Dragon avec Missandei qui s'inquiète pour Vergris. Ça va être un point très très court. C'est juste que voilà, Missandei a le regard de la femme comblée,
Daenerys le remarque, et puis elle capte aussi un petit peu dans les répliques de Missandei que Vergris lui manque pour un peu plus que juste sa présence en tant que chef de guerre tactique, et ça a l'air de plutôt bien l'amuser. Mais c'est pas vraiment ça l'information la plus importante de cette scène. L'information la plus importante, c'est bordel, Daenerys, ces deux personnages, ils voyagent avec toi depuis au moins 4 saisons, si pas 5. Je sais plus quand est-ce que Vergris les a rejoints, mais oui, il me semble, enfin, c'est des persos qui voyagent avec toi depuis un bon moment maintenant. Et si t'as toujours pas remarqué qu'ils étaient attirés l'un par l'autre, je sais pas quoi dire. Heureusement que t'es un personnage qui fait dans le bourrin, qui monte sur ses dragons et qui commande des armées, parce que si tu devais jouer le jeu des trônes de manière un peu plus subtile et politique, en discutant avec les gens et en essayant de lire leur personnalité dans leur regard et en essayant de capter leurs mensonges dans leur discours et tout ça, mon dieu, mais tu serais tellement morte au stade où on en est. Waouh! La meuf découvre que ses deux conseillers les plus proches se tournent autour. Oui, bienvenue dans ton monde, Daenerys. Bien ouais, bravo, quelle perspicacité. Bon allez, j'arrête de les taquiner, on passe au point suivant. 8ème point, du coup. Dans les mines de Père-Dragon, oui, parce que ça y est, Jon a l'autorisation d'aller extraire du Ver-Dragon des mines, et vu qu'il en a trouvé, il va voir Daenerys pour lui montrer, donc on voit la quantité astronomique de Ver-Dragon, enfin on la voit pas bien, parce que moi dans la qualité de l'épisode que j'avais, c'était surtout du noir qui brillait sur fond noir, donc il n'y avait pas grand chose à l'écran. Mais bon, j'imagine que ça veut dire qu'il y en a plein, mais c'est pas vraiment ça la partie la plus importante de la scène. La partie la plus importante, c'est ce qui se passe après, quand Jon vient montrer à Daenerys toutes les... comment dire, les gravures rupestres qu'ont fait les premiers hommes et les enfants de la forêt sur les murs de la dite mine. Comme c'est pratique pour l'intrigue, ces enfants de la forêt et ces premiers hommes ont dessiné des marcheurs blancs sur les parois de la grotte, et donc Jon peut les montrer directement à Daenerys, qui comprend alors que la menace dont parle Jon est beaucoup plus réelle que ce qu'elle pensait avant. Ou alors elle le pensait, mais elle voulait pas l'admettre, et maintenant elle a des preuves vraiment concrètes qui prouvent que voilà, maintenant elle peut accorder une confiance pleine et entière à Jon. Ce qu'elle faisait déjà, parce que tout à l'heure, quand il l'avait appelée pour la faire rentrer dans la grotte, elle a décidé de pas être accompagnée de gardes, alors qu'il aurait totalement pu en profiter pour la buter à l'intérieur de la grotte, ce qui prouve que déjà, elle lui fait quand même pas mal confiance. Et plus que de la confiance, c'est même un rapprochement sentimental qui transparaît dans cette scène. C'est un peu la suite de la première scène de leur rencontre, c'est-à-dire dans l'épisode précédent, en fait, au début, quand Jon rentre dans la salle du trône et que Daenerys y est. Si vous faites bien gaffe à la mise en scène, Jon va rester là où il est pendant toute la scène, mais Daenerys va se lever de son trône, ensuite elle va descendre les marches, ensuite elle va se rapprocher de lui, etc. progressivement au fur et à mesure des discussions, jusqu'à ce que les deux soient dans le cadre. Ce qui permettait, grâce à la mise en scène, de montrer qu'il y avait un rapprochement qui se faisait entre les deux, un rapprochement donc idéologique et sentimental, que venait appuyer un rapprochement physique. Et bien là c'est exactement la même chose, sauf que vu l'exiguïté de la grotte, ça se dit exiguïté ? Oui, ça se dit. Donc, vu l'exiguïté de la grotte, cette fois-ci, quand Daenerys se rapproche de Jon, qui lui ne bouge pas, là on arrive carrément à un rapprochement limite intime, plus que un rapprochement idéologique ou sentimental. C'est limite ils sont nez à nez quoi à la fin de la scène. Le couloir il est comme ça, et Daenerys elle trouve quand même le moyen de se rapprocher 3 fois. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ça dépend si vous êtes fan du couple Jon-Daenerys. Moi j'en suis pas, donc bif bof, mais je dois admettre que ça simplifierait quand même grandement l'intrigue, puisque malgré les indices et les preuves même de l'existence des marcheurs blancs, Daenerys ne veut pas aider Jon tant qu'il ne pleura pas le genou. Ça va ? Elle se permet elle se permet même le luxe de lui dire que si la menace est bien réelle,
et que y a des gens qui pourraient mourir, il faut qu'il laisse son ego de côté et qu'il ploie le genou. Meuf, c'est toi qui donnes des leçons sur l'ego? T'es vraiment sérieuse là? C'est lequel des deux qui insiste encore pour qu'il y en ait un des deux qui plie le genou, alors que il y a une menace réelle des marcheurs blancs qui va buter tout le monde? C'est laquelle des deux là? Bref, Daenerys devient de plus en plus insupportable, j'espère que ce sont vraiment des indices pour dire qu'elle va virer coton et qu'elle va devenir méchante, parce que sinon je pense que le personnage est mort à mes yeux, quoi. De quoi je parlais juste avant? Ah oui, leur mariage. Si Daenerys et Jon se mariaient, Jon n'aurait pas besoin de plier les genoux pour s'attirer les faveurs de Daenerys. Enfin, si... pas dans le même contexte. Et donc le Nord resterait encore techniquement une contrée libre, et Daenerys aurait une raison comme ça officielle et valable pour aller aider les gens du Nord. Donc je pense que malheureusement, même si je suis pas fan du tout de ce couple-là, parce que je trouve ça trop facile, trop... Ouais, je trouve ça trop facile. Je trouve pas ça George R. Martinesque, si vous voulez. Il y a des thématiques qui les font se rejoindre, évidemment. Oui, même moi, je dois l'avouer. Enfin, je veux dire, Jon et Daenerys, ils ont eu un peu un parcours en parallèle l'un de l'autre pendant l'intégralité de la série jusque-là. Donc, oui, d'accord, ils ont tous les deux passé la majorité de la guerre des 5 rois à l'écart de Westeros, parce qu'il y en a un qui était au mur et il y en a une autre qui était à Essos. Oui, d'accord, ils ont tous les deux été trahis. Oui, d'accord, ils ont tous les deux perdu la femme ou l'homme de leur vie. Oui, d'accord, ils ont tous les deux mené des rébellions. Oui, d'accord, ils ont réussi tous les deux à faire s'entendre des clans qui se détestaient mutuellement. Ok, d'accord, mais est-ce que vraiment, du coup, ils sont obligés de finir ensemble à la fin? Enfin, je sais pas, Il y a des fans qui attendent ça depuis des saisons et des saisons et des saisons entières, et là ils vont obtenir ça, voilà, tout simplement. Parce que... je sais pas, je trouve ça trop simple. Voilà, non seulement je trouve ça trop simple, mais en plus, plus la série multiplie les indices pour montrer que ça va finir par arriver, et plus ça m'énerve. Je sais pas, je suis pas du tout fan de ce couple. On me dirait, je suis pas fan de Jon Snow, et je suis pas du tout fan de Daenerys, donc ça doit jouer. Je note quand même cette fâcheuse habitude qu'a Jon à toujours vouloir draguer des filles dans les grottes. Je sais que chacun a ses lieux de prédilection, hein. Il y en a c'est les bars, il y en a c'est en boîte, il y en a c'est au boulot, toi c'est dans les grottes, ok, mais c'est un endroit un petit peu chelou quand même, tu pourrais changer de kiff, non? Putain, si à la nuit de noces il pense à Ygritte, je... Ce serait parfait! Non mais voilà, et après comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, si fameuse mine noce il y a, alors Daenerys verra que les plaies sur le torse de Jon Snow montrent qu'il s'est bien pris un coup de couteau dans le cœur et que c'était pas une métaphore, et donc voilà, ça va augmenter encore plus son envie de le suivre dans ses aventures, mais... J'aime pas ce couple. 8ème point donc, en sortant de cette fameuse grotte, Daenerys tombe nez à nez avec Tyrion et Varys, qui lui explique un petit peu la débâcle de Castral Rock, et là Daenerys commence à péter un câble et à insulter Tyrion en fait, principalement, Tyrion et ses plans de merde, et elle va même jusqu'à l'accuser de comploter contre elle pour laisser en vie sa famille. Ce qui est quand même, enfin c'est des accusations hyper graves qu'elle balance là, Tyrion, c'est... On sent bien qu'elle est pas que simplement énervée, là elle perd son calme, elle devient folle, je vous dis oui, elle devient folle, yes! Elle devient tellement folle d'ailleurs qu'elle demande son avis à Jon, qui fait même pas partie de ses proches conseillers, je sais pas, elle veut peut-être... elle commence à lui faire tellement confiance, ça y est, c'est tellement l'amour fou que c'est vers lui qu'elle se tourne maintenant,
quand même ses plus proches conseillers ont failli. Je crois qu'on est dans la merde, leur couple va vraiment devenir quelque chose de concret et de réel, malheureusement. Et donc c'est au tour de Jon un petit peu de tempérer les tempêtements de Daenerys, et ça marche, apparemment, puisqu'elle décide de pas attaquer Port-Réal directement, parce que c'était encore à nouveau l'idée qu'elle remettait sur le tapis, l'idée qu'elle débarque directement dans la capitale et qu'elle foute le feu à tout, et qu'elle prenne le contrôle de la ville, ce qui en ferait direct de base une reine folle. Là, Jon a réussi à empêcher que ça se produise, du coup elle va juste cramer des soldats Lannister, mais elle part hors champ, donc ben écoutez, on va pas en parler non plus, tout de suite. On passe d'abord, on a encore 1 ou 2 points à parler, à évoquer sur ce qui s'est passé à Père Dragon. Oui, 2 points. 10e point, donc le dialogue avec Missandei, qui n'a pas vraiment d'intérêt, enfin je trouve qu'il dure plus longtemps que ce qu'il ne devrait, parce que grosso modo les 2 informations importantes c'est rappeler que les parents de Jon c'est... Enfin que Jon n'est pas encore au courant que sa véritable mère c'est Lyanna Stark, et que donc il n'est pas au courant de son lien de parenté avec les Targaryens. Et 2e point, c'est de faire passer Daenerys pour une souveraine réglo et qui a bon cœur, parce que c'est vrai qu'on a besoin de cette piqûre de rappel, c'est beaucoup moins évident depuis le début de la saison 7. Et même là, d'ailleurs, je trouve que ça ressemble un petit peu à du foutage de gueule. Missandei explique que c'est une ancienne esclave, comme à peu près tous ceux qui font partie de l'armée de Daenerys, mais que elle les a tous libérés, donc ils sont tous absolument libres d'aller où ils veulent, et s'ils veulent arrêter de la suivre dans son combat, alors ils pourraient, et s'ils lui demandaient un bateau pour rentrer chez eux, elle leur fournirait. Qui y croit? Putain! Ok, alors, Missandei, si elle le demandait à Daenerys, je pense qu'elle accepterait sans aucune hésitation, ça y a pas de problème. Si c'était Vergris qui lui demandait un bateau pour retourner à Essos et la laisser là en plan, je pense qu'elle aurait déjà beaucoup plus de mal à accepter. Et alors, si c'était un Dothraki lambda qui venait la voir pour lui demander de rentrer chez lui, mais elle se foutrait de sa gueule et elle lui dirait « rentre dans les rangs, sinon je te brûle ». Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Non, Daenerys ne prêtera pas de bateau à tous ceux qui voudront plus se battre pour elle. Je suis désolé, mais c'est un état d'esprit peut-être dans lequel sont ses troupes à Daenerys, mais elle acceptera pas qu'il les abandonne. Elle tient trop à son trône pour ça. Je suis désolé. Qu'elle les maintienne dans un état d'esprit où ils pensent qu'ils sont libres, ça j'y crois, parce que c'est une technique qui marche très bien, mais je pense pas qu'il le soit réellement, du tout. Puis alors quand on voit comment elle traite ses propres conseillers, voilà, je pense que si vous aviez encore des doutes, à mon avis, ça s'éclaircit. Si Tyrion demandait à Daenerys un bateau pour rentrer chez lui, elle considérerait ça comme de la haute trahison, et elle le décapiterait sur le champ, ou elle le brûlerait avec un de ses dragons. Elle n'accepterait pas que Tyrion retourne chez les Lannister. Pareil pour Varys. Pareil pour Jon, en fait. Jon, elle lui a confisqué son bateau pour pas qu'il s'en aille. Il lui a demandé s'il était prisonnier de l'île, elle lui a répondu pas pour l'instant, mais dans les faits, il est effectivement prisonnier de l'île puisqu'il peut pas rentrer chez lui. Bon, voilà, je pense que le mythe s'effondre. Les armées de Daenerys sont des anciens esclaves qui sont devenus des nouveaux esclaves. C'est juste qu'ils en ont pas le nom, du coup ils peuvent pas l'utiliser pour se plaindre, quoi. Et cette discussion est un petit peu interrompue par le retour de Théon. Donc on a une rencontre Théon-Jon qui forcément ne se termine pas bien pour Théon, puisque bon bah il a quand même un petit peu trahi les Stark plusieurs fois. Jon décide de l'épargner quand même, parce que sinon l'arc de Théon se serait fini de manière quand même assez étrange. Il faut qu'il redevienne Théon et qu'il aille sauver sa sœur en butant Euron, enfin je pense que c'est ça qui va se passer. En tout cas c'est ça qu'il déclare vouloir faire en arrivant sur la plage, ça c'est important.
La seule raison pour laquelle il l'a pas encore fait, c'est parce que Daenerys était pas là et qu'elle a pas pu lui prêter quelques-uns de ses hommes. Mais surtout, on apprend que Jon l'épargne pour, en gros, en contrepartie de ce qu'il a fait envers Sansa, puisqu'il a permis à Sansa de s'échapper de Winterfell, détenu par les Bolton. Mais il a pas fait que ça, Théon. Il a aussi sauvé Bran et Rickon en faisant croire qu'ils étaient morts et tout. Et ça, ta sœur, elle t'a pas mis au courant ? Genre, t'es toujours pas au courant que Bran est revenu à Winterfell ? Rickon, bon, il a fini par mourir sous tes yeux, donc t'es au courant qu'il est mort. Mais du coup, rien que le fait de le voir, ça aurait dû te rappeler que ah bah oui, mais en fait, Théon, il a pas pu les brûler et les écorcher vifs, puisque Rickon, il est encore là sous mes yeux et que Ramsay l'a tué de lui-même pendant que je courais vers lui. Ça t'a pas mis la puce à l'oreille. T'as pas compris que Théon avait sauvé Bran et Rickon. Bon, ok. Ou alors peut-être qu'il en a absolument rien à foutre de Rickon. C'est possible aussi. Je veux dire, je le comprendrais totalement. Moi c'est pareil. Et Davos qui demande à changer de camp, mais mec, de quoi tu parles ? T'es dans le camp de Jon Snow, le mec il a transformé le Nord en ce qui se rapproche le plus d'une démocratie à Westeros. Si tu voulais retourner retrouver ta femme et que tu le demandais à Jon, mais non seulement il t'offrirait un bateau, mais il t'offrirait l'escorte qui va avec. De quoi tu parles, mec ? Davos, reste dans le camp qu'il faut. T'es sérieux ? Et on va maintenant passer au moment que vous attendez tous, la grosse bataille, la grosse baston dans le bief. Alors d'abord, on va quand même parler de la première scène de l'épisode, la petite séquence qui ouvre l'épisode d'aujourd'hui, avec donc un dialogue entre Jaime et Bronn suite à leur victoire au jardin, dans lequel on apprend que, on voit bien sur le visage de Jaime que les révélations de Olenna ont quand même eu un sacré coup sur son moral. Alors ça doit être l'information selon laquelle c'est elle qui a tué Joffrey, mais sûrement aussi elle a dû réveiller en lui son questionnement quant à la santé mentale de Cersei, et ça vient être appuyé par les répliques de Bronn, qui dit que oui, bien sûr, Cersei, ça va être une reine totalement pacifiste, on y croit, bien sûr, ce que, évidemment, ce à quoi, évidemment, Jaime a du mal à répondre. Donc on a, enfin, les débuts d'un prémisse de doute et de remise en question de la part de Jaime. C'était pas trop tôt. A noter aussi cette phrase de Jaime toujours qui est les richesses nous pèsent. Je sais pas s'il l'a dit exactement comme ça, mais en gros dans l'idée c'est ça. Et ça va être un petit peu le thème de la bataille, c'est en gros quand tu possèdes quelque chose, eh bien ça peut te revenir en travers des gencives. Ça parle du fameux château de Haut-Jardin, là, que Bronn voudrait, avec Jaime qui lui rappelle que, ouais, mais si tu prenais ce château, Daenerys, elle viendrait te le reprendre immédiatement, parce que la guerre est pas finie. Ensuite, un peu plus tard, pendant la bataille, Bronn va perdre son sac d'or, qui était son seul paiement depuis le début de la saison 4, qui travaille pour Jaime. Donc, encore une fois, s'il avait fait demi-tour pour reprendre son sac d'or, il se serait mis en danger et il serait probablement mort. Donc, la richesse le pesait. Il a décidé de l'abandonner d'ailleurs, ce qui est quand même, pour un mercenaire, symboliquement, abandonner de l'or derrière pour, tout en continuant de servir la personne qui nous a payé, c'est... bon... C'est un truc, c'est un symbole assez fort. Hein. Bronn ne suit pas Jaime uniquement pour l'appât du gain, même si c'est ce qu'il essaye de lui faire croire. Il y a un peu une amitié qui est née entre les deux hommes, et puis on s'en doutait un peu quand même. Et la troisième fois que la richesse pèse un des personnages, eh ben c'est à la toute fin, quand Jaime tombe dans la rivière, et que son armure de riche là, et sa main en or, le font couler beaucoup plus vite vers le fond. Évidemment, il est entraîné vers le fond à cause de ses richesses. Et oui. Donc, voilà, c'est un peu ça la thématique du combat. 13e point, un point très important. Enfin, depuis le début
de Game of Thrones, qui est quand même une série dans laquelle on suit des personnages qui sont ni tout blancs ni tout noirs, et qui appartiennent à des factions différentes, enfin, on a un conflit entre deux camps dans lesquels il y a des personnages auxquels on tient. Il aura fallu attendre 7 saisons et demie quand même pour que ça arrive, mais c'est arrivé. Allez putain de louillard! Cela dit, vu à quel point c'est prenant sentimentalement ce genre de combat, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'ils aient attendu un peu avant de le faire, parce que s'ils l'avaient fait plus fréquemment, je pense qu'il y aurait des fans qui seraient morts de crise cardiaque régulièrement, en fait. Bon, la mise en scène nous force quand même à à choisir un camp au début et puis à la fin du conflit quand même. Normalement, si le réalisateur a bien fait son boulot, vous deviez être pour les Lannister au début de la bataille et pour le clan Daenerys à la fin. Parce que, en fait, au début, c'était le clan Lannister qui était complètement submergé par les Dothraki et par les dragons, et pendant la majorité du combat, c'est un peu ça qui s'est passé, en fait. On commence, d'ailleurs, le conflit de leur côté à eux, avec Bronn et Jaime qui discutent et qui se lient d'amitié avec Deacon Tarly, qui est un prénom qui fait beaucoup rire Bronn d'ailleurs, parce que Deacon ça ressemble à Dick, et Dick ça veut dire la bite. La bite. Pardon. Et sur ces entrefaites, les Dothraki attaquent, et les Dothraki, il n'y en a aucun qu'on connaît personnellement et envers qui on a des affinités. Donc au début du combat, en fait, c'est les Lannister Tarly qui affrontent une horde de sauvages inconnus, donc on est forcément plutôt pour les Lannister. Ensuite, Daenerys arrive avec son dragon, et là, ils commencent à subir des pertes sévères, et c'est la panique dans leur camp, et le cheval de Bronn perd une jambe, et du coup, il se retrouve à pied, et tout ça. Et donc, forcément, vu qu'on a instinctivement envie de soutenir les gens en difficulté, au début, on est plutôt Lannister. Et puis, à partir du moment où Drogon se prend une flèche dans l'épaule, que Daenerys est obligée de faire un atterrissage forcé et que Jaime lui fonce dessus, là, normalement, c'est là qu'on commence à voir des personnages du côté Daenerys. Non seulement Daenerys elle-même qui se pose et qui donc est vulnérable et surtout présente totalement dans le cadre, mais en plus Tyrion. Tyrion commence à débarquer dans la bataille, enfin il débarque dans la bataille, on commence à filmer Tyrion qui regarde la bataille à partir du moment où Bronn tire la première flèche avec la baliste, celle qui rate Drogon. Donc à partir du moment où Drogon est en danger, là on commence à nous montrer plus de gens du côté Daenerys pour nous montrer qu'il y a aussi des humains de leur côté, et à ce moment-là, normalement, vous commencez un petit peu à basculer. Bon, il y a le moment de tension dont on va parler dans quelques secondes, qui est Bronn contre Drogon, mais normalement, après ça, vous êtes du côté Daenerys, parce que la pauvre, elle va se faire empaler par Jaime. Elle mérite pas de mourir comme ça, quand même. J'ai beau ne pas l'aimer, elle mérite pas de mourir comme ça. Elle a même pas eu le temps de devenir méchante. Laissez-lui le temps de devenir méchante avant de la tuer, quand même. Mais donc voilà, même si on est un petit peu dirigé, même si nos émotions sont un petit peu dirigées dans ce conflit, eh ben ça marche. Ça marche parce que on sait pas du tout comment ça pourrait se finir. On a envie qu'aucun personnage connu ne meure. D'ailleurs, c'est le cas. Aucun personnage connu ne meurt, à part peut-être Tarly père, comment il s'appelle lui, Randil, Lord Randil Tarly. Je sais pas vraiment s'il est mort ou pas, je l'ai pas vu à la fin du conflit, donc si ça se trouve il est mort. Mais ouais, ils ont quand même réussi à ne tuer que des t-shirts rouges, et peut-être éventuellement Randil Tarly dans un conflit de cette ampleur. C'est pas mal. Pas mal, parce qu'on a quand même ressenti des trucs. 14e et dernier point, selon moi, le moment le plus intense de ce combat, le moment le plus sympathique à suivre, c'était toute la cavalcade de Bronn, une fois qu'il avait pu son cheval et qu'il devait aller chercher la baliste pour la mettre en place et tirer sur Drogon. Là, c'était vraiment, j'ai appelé ce point-là le scorpion et le dragon, parce que l'arme s'appelle le scorpion, et du coup, voilà, c'est drôle. J'ai trouvé ça beaucoup mieux filmé
que la bataille des bâtards, parce que la bataille des bâtards, au bout d'un moment, j'étais perdu, géographiquement parlant. Je savais plus ce qui se passait, où on était, quel personnage était proche de qui, comment ça se passait. Je trouvais que les plans étaient trop rapprochés, trop rapides, il se passait plein de trucs à l'écran à la fois, alors que là, même si le moment où Bronn court un peu à pied au milieu du chaos de la bataille, ça ressemble beaucoup au moment où Jon court à pied au milieu du chaos de la bataille dans la bataille des bâtards, et ben là j'ai trouvé ça beaucoup mieux filmé. Il y avait quand même des plans larges qui montraient un petit peu où on en était dans la bataille. Voilà, on était jamais vraiment perdu, et c'était vachement bien fait, voilà, quand même, il faut le dire, cette bataille c'est un chef-d'œuvre de gestion, parce qu'apparemment il y avait quand même pas mal de figurants. La majorité des participants du combat n'étaient pas des images de synthèse, il y avait véritablement des vrais figurants, tant du côté d'Othraki que du côté Soldats Lannister. Je crois qu'ils ont battu le record du monde de la scène ayant le plus de figurants, y compris en prenant en compte des films sortis au cinéma, donc c'est quand même pas de la merde, les gars, ils ont supprimé 3 épisodes de Game of Thrones juste pour avoir suffisamment de budget pour nous faire un truc balèze comme ça, et ça valait le coup. Autant la bataille des bâtards, j'avais quelques réserves quant au fait que ça valait le coup de mettre tout le budget là-dedans, quitte à foirer l'arc d'Arya à Braavos. Autant là, c'est bien que vous ayez enlevé quelques épisodes pour nous montrer un truc pareil. C'était du grand spectacle, bravo. Voilà qui conclut ce débrief. On va maintenant passer à la partie top 3 de mes scènes préférées, et ensuite il y aura les prédictions. C'est parti donc pour parler de mes 3 scènes préférées de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à m'indiquer en commentaire quelle est votre scène préférée de l'épisode, afin d'initier un petit peu le dialogue, parce que je lis vos commentaires et j'y réponds. Donc du coup, eh bien, c'est un petit peu une excuse pour qu'on papote, si vous voulez. Mais si vous voulez me parler d'autre chose, parlez-moi d'autre chose, hein. Si vous voulez me faire un top 112 de vos scènes préférées de la saison 4, allez-y, hein, je m'en fous. Tant que ça discute, moi, ça me va. C'est parti donc pour ma 3e scène préférée. En numéro 3, donc, j'ai choisi la scène de retrouvailles entre Arya et Sansa dans la crypte de Winterfell, parce que j'ai trouvé que c'était une retrouvaille beaucoup plus organique que ce qu'il y avait eu dans les 2 fois précédentes, en fait, quand Sansa était revenue à Winterfell et quand Bran était revenu à Winterfell aussi. C'était tout de suite un câlin, et puis de la musique mélodramatique, et puis voilà, tout de suite ils se confiaient l'un à l'autre, ils étaient trop contents et ils pleuraient et tout. Là, les retrouvailles entre Arya et Sansa étaient beaucoup plus intéressantes, parce que elles ont commencé à se parler d'abord de manière tout à fait cordiale et limite procédurière, c'est-à-dire que voilà, Arya s'adressait à Sansa comme Lady de Winterfell, et puis Sansa s'adressait à Arya comme si c'était une étrangère, et c'est vrai qu'elles étaient un petit peu étrangères l'une par rapport à l'autre au début de la scène. À part un lien de sang, il n'y avait plus vraiment grand chose qui les reliait l'une à l'autre, et puis c'est en se forçant à trouver des sujets de discussion qui étaient même pas forcément totalement... Enfin voilà, on sentait qu'il y avait de la gêne et des silences un peu gênants dans la discussion, parce qu'elle savait pas trop de quoi parler, et puis après il y en a une qui prenait n'importe quel prétexte pour trouver un sujet pour rallonger la conversation, et au fur et à mesure, les 2 sœurs se rapprochaient, tant sentimentalement que physiquement, puisque Sansa se rapprochait d'Arya. Et puis, à la fin, on a donc un câlin qui a l'air mérité. Voilà, on sent que c'est des retrouvailles franches, après qu'elles aient traversé quand même beaucoup d'épreuves. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. En plus de ça, ce petit plaisir personnel de voir Maisie Williams et... mince, comment elle s'appelle, Sophie Turner, qui sont donc les 2 actrices qui interprètent respectivement Arya et Sansa Stark, être voilà, dans une scène où elles devaient se considérer l'une et l'autre comme des étrangères,
alors que dans la vraie vie, elles sont super copines l'une avec l'autre, elles font un peu tout ensemble, c'est limite les meilleures amies du monde. Donc voilà, c'était vraiment un rôle de composition, et du coup c'était assez drôle à voir. En numéro 2, j'ai choisi la scène où Littlefinger essayait de se mettre Bran dans la poche parce qu'il pensait que Bran allait devenir seigneur de Winterfell étant donné que c'était l'héritier mâle le plus âgé présent dans la ville, et même encore en vie d'ailleurs puisque Robb est mort. Malheureusement, ça ne s'est pas aussi bien passé que ce qu'il avait prévu, et Bran lui renvoie dans les dents l'une de ses phrases, l'une de ses citations les plus connues qui date de la saison 2 carrément, le chaos est une échelle. Donc là on voit, et c'est ça en fait qui m'a fait mettre cette scène en numéro 2 de mon classement, c'est ce regard de Littlefinger qui comprend qu'il est dans la merde, qu'il est fini. Je suis même étonné qu'il ait survécu à cet épisode là, je m'attendais vraiment à ce qu'il meure, mais bon, à mon avis ça va pas tarder, parce que là il a vraiment mal joué Littlefinger. Mais rien que pour ce regard de la part de Aidan Gillen, qui est donc, ou Gillen, je sais pas comment on dit, qui est l'interprète de Littlefinger et qui est un excellent acteur. Franchement, il est né pour jouer ce rôle de Littlefinger, franchement il l'a interprété à la perfection. Rien que ce regard, ça valait numéro 2 dans le top. Oh bah pour le numéro 1 dans cet épisode, je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre. Voyons, qu'est-ce qui pourrait mériter une place aussi haut dans le classement. Je sais pas, je dirais la scène à Port-Réal avec Cersei qui parle non, je suis pas crédible. Évidemment que non. Bien sûr que c'était la putain de bataille dans le bief entre Daenerys, ses Dothraki et son dragon, et le clan Lannister-Tyrell. Évidemment. Quoi d'autre? Est-ce que je dois même, comment dire, est-ce que je dois en parler, développer? Je dois développer ce point, je dois vous donner des arguments sur pourquoi c'est ma scène préférée de l'épisode, mais non, voilà, vous n'en aurez pas, je suis désolé. Bon, si, allez, quand même. Enfin, un conflit dans lequel on a un attrait pour des personnages dans chacun des camps. Dans une série comme Game of Thrones, c'est étonnant qu'il ait fallu attendre 7 saisons et demie pour y arriver, mais c'est enfin arrivé, et bordel, l'attente était méritée, parce que, ça décoiffe. Je sais pas si mon cœur aurait pu en tenir plus, en fait, des batailles comme ça. Le nombre de combattants, la violence, les effets spéciaux, tout était absolument parfait. Il y avait même un fil conducteur dans la bataille avec Bronn qui essayait de rejoindre le Scorpion pour mettre à terre Drogon. C'était parfait. Je n'ai rien d'autre à redire là-dessus. Avec Tyrion en plus sur le côté qui commente un petit peu et où on voit que bon, il fait la guerre contre les Lannister, mais il aimerait pas que son frère meure, tout ça. C'est beau. C'est beau. Je suis en manque de mots, j'ai peut-être pas autant détaillé que les autres points, mais voilà, ça vient du cœur. Voilà, c'est fini pour ce top 3 de mes scènes préférées de l'épisode. J'espère que le premier, le numéro 1, vous a étonné, parce que je me suis quand même bien cassé la tête pour aller la chercher, cette scène-là. MDR. Ceci étant fait, on passe aux prédictions. Dans le prochain épisode, déjà, à mon avis, on devrait voir des personnages comme le limier ou Sam, qu'on n'a pas vu dans cet épisode-là. Surtout le limier qu'on n'a pas vu depuis l'épisode 1 de cette saison. Donc, voilà, je veux dire, le mec, il va pas marcher dans les forêts désertiques du Nord pendant encore les 3 prochains épisodes de la saison. Il faudra à un moment donné qu'il arrive quelque part, que ce soit à Winterfell, ou à Fort-Levant, puisqu'on sait pas trop bien où il est. Sam, quant à lui, devrait trouver des informations capitales dans les manuscrits que l'archimestre lui a demandé de recopier. Je sais pas encore quoi, mais à mon avis, ça va être un truc costaud qui va lancer la deuxième moitié de cette saison. Mais bien. Genre, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être Je sais pas vraiment.
à vrai dire, en fait. Mais peut-être une nouvelle faiblesse pour les marcheurs blancs. Je sais pas. Mais il faut qu'il trouve un truc. Là, je le sens. Je sens qu'il est à 2 doigts de faire une découverte absolument fondamentale pour la suite de la série. Tant qu'à parler de personnages qu'on n'a pas vus depuis le premier épisode de la saison, ce serait peut-être intéressant d'aller faire un petit tour au mur pour voir Ed en train d'entraîner la garde de nuit à affronter l'hiver. Ça pourrait être intéressant. Et puis surtout voir les sauvageons arriver à Fort-Levant parce que ils sont partis dans le premier épisode, il me semble, et puis ils sont toujours pas arrivés. Voilà. Et puis on pourrait même aller carrément au-delà du mur pour voir les marcheurs blancs continuer d'approcher, parce que là, pareil, on les a vus vaguement, on a vu voilà, quelques marcheurs blancs qui avançaient dans la neige au tout début du premier épisode de la saison, et puis depuis plus de nouvelles. Alors que c'est quand même la menace la plus importante qui plane sur Westeros. Donc ce serait bien qu'on ait une petite piqûre de rappel, qu'on voit un petit peu où ils en sont dans leur progression, les petits marcheurs blancs. À Winterfell, il se passe pas grand chose, à part Littlefinger qui magouille, mais qui va pas pouvoir magouiller longtemps. Ils sont clairement en rade de sujets à évoquer, puisque maintenant tous les enfants Stark sont rentrés à Winterfell. Enfin, tous ceux qui sont encore en vie, en tout cas. Donc, maintenant, ils vont faire quoi? Une de mes théories, qui est peut-être pas la plus probable, mais je vais la lâcher là quand même, parce que si jamais ça arrive comme ça, je pourrais dire « Ah, je vous avais prévenu !» C'est que Cersei pourrait décider d'attaquer le Val d'Arryn. Parce que voilà, elle veut conquérir Westeros, donc elle pourrait faire ça avec le Val d'Arryn. Et à ce moment-là, il faudrait que Sansa envoie des soldats de Winterfell avec Littlefinger pour défendre le Val, parce qu'ils ont quand même encore un accord bipartite entre les deux. Ça forcerait Sansa, en plus d'être une gestionnaire de Winterfell, à être une gestionnaire de guerre, puisqu'elle devrait régler un conflit armé là-bas dans le Val. Donc ça mettrait encore une fois ses compétences à l'épreuve. Ce serait pas mal. Et puis ça permettrait à Brienne d'aller casser des culs, parce que là, elle casse que celui de Podrick, et elle se fait casser le sien par Arya, manifestement. Donc il est temps qu'elle serve un petit peu à quelque chose quand même, SVP. Jorah devrait retrouver Daenerys, puisque pour l'instant elle est dans le Bief, et lui aussi, puisqu'il a quitté Vieilleville et qu'il est en route vers Père Dragon, probablement. Et donc, les grandes étendues du Bief, c'est sur sa route. S'il a pris un cheval, il pourrait tout à fait la retrouver dans l'épisode prochain. Surtout que les personnages ont un petit peu la possibilité de se téléporter dans cette saison. Donc, bon, s'il faut qu'il la retrouve, ce sera dès l'épisode prochain, à mon avis. Il se passera peut-être la même chose pour Vergris à Castral Rock, mais je pense pas que ça se passera, que Vergris quittera Castral Rock pour s'enfoncer dans le Bief et chercher Daenerys, parce qu'il a aucun moyen de savoir qu'elle est là, déjà. Et en plus, bon, on va peut-être en parler maintenant, tiens, je pense que Vergris, il va se rebrancher avec l'arc scénaristique de Théon. Une fois que Théon aura pris quelques hommes pour aller à Pike, pour tabasser Euron et récupérer sa sœur, il pourra récupérer les Immaculés au passage, puisqu'il aura des bateaux. Voire même, il récupère les Immaculés d'abord, et ils attaquent, on aurait une attaque de Pike avec les forces de Théon et les Immaculés, qui viendraient reprendre Yara et mettre Euron hors d'état de nuire, ce qui serait en plus stratégiquement intéressant pour la suite de la série, et pour Daenerys en elle-même. Donc, c'est pas con ça. C'est pas con. À Père Dragon, je vois pas vraiment Jon faire autre chose que extraire son ver dragon. Et peut-être qu'il renverra Davos dans le nord avec, et qu'il restera à Père Dragon pour continuer à essayer de se mettre Daenerys dans la poche. À ce moment-là, si Jon envoie Davos dans le nord, renvoyer le ver dragon là, à Winterfell, et puis même au-delà à Château-Noir et à Fort-Levant, ce serait intéressant que Daenerys décide de lui prêter aussi un des personnages qui l'accompagne,
histoire tu vois, de sceller une sorte de pacte de confiance. Jon reste avec Daenerys et n'envoie que Davos à Winterfell, et en échange, Daenerys se sépare d'un de ses personnages qui va partir avec Davos, et déjà commencer à habituer les gens du Nord à la présence d'un membre de l'équipe de Daenerys. Alors maintenant, lequel? Potentiellement Missandei, je pense que c'est elle qui a vraiment le plus de chances de partir, puisque c'est avec elle que Davos a le plus d'atomes crochus depuis qu'il est arrivé sur l'île. Donc ce serait intéressant. En plus, elle aura pas vraiment besoin de Missandei dans un futur proche, puisqu'elle n'a pas besoin d'une traductrice vu que tout le monde parle sa langue, et elle a surtout besoin de combattants parce que sa prochaine étape, ça va probablement être l'attaque de Port-Réal. Donc, enfin le siège de Port-Réal. Donc ouais, ce serait plus intéressant qu'elle laisse Missandei seule avec Davos, enfin voilà, que les deux partent vers le nord. Et enfin, tous les personnages qui ont perdu la bataille du Bief devraient normalement être faits prisonniers par l'équipe de Daenerys. Et du coup, on aurait un peu une sorte de miroir de la fin de la saison 4, puisque ce serait ce coup-ci Jaime qui serait enchaîné, et Tyrion qui serait libre d'aller et venir où il voudrait, et notamment de lui rendre visite. Est-ce que le miroir ira jusqu'au bout, c'est-à-dire que Tyrion libérera son frère comme lui il l'avait libéré à la fin de la saison 4? C'est pas impossible. Mais à ce moment-là, si Jaime est libéré et retourne à Port-Réal, à mon avis, il sera intérieurement totalement changé, et il sera hostile à Cersei, et c'est là qu'il la butera. On y croit. Voilà donc mes prédictions pour le prochain épisode, et peut-être aussi les épisodes suivants, je sais pas trop bien. C'est difficile d'avoir de penser en matière de temporalité maintenant à partir de cette saison, puisque les personnages semblent se téléporter un peu comme ils veulent. Donc quand tu fais une prédiction, tu sais pas si c'est du futur proche ou du futur à moyen terme, donc je sais pas vraiment. Mais en tout cas, je m'attends à ce qu'on voit ça dans l'épisode suivant ou dans le prochain. Voilà. En attendant que ces épisodes arrivent et que j'en fasse un retour complet, je vous dis salut à tous, à la fois prochaine, ciao!